Le risque, c'est qu'on vous dise oui. Voilà. Et surtout, ne vous limitez pas quand vous voyez des descriptions de postes où on vous donne des niveaux attendus ou d'expérience attendue. Bah, tentez, osez, transgressez. Au pire, ça marche. Au pire, ça marche. Voilà. Dans cette émission, j'ai le grand plaisir de recevoir Pascal. Pascal est à l'aube de ses 62 ans. Après avoir rêvé de conquête spatiale depuis son plus jeune âge, il va nous raconter comment il a servi pendant 36 ans Safran, en acceptant très régulièrement de nouveaux challenges, le sel de la vie professionnelle selon lui. Puis il nous dira comment à 58 ans, grâce à LinkedIn, il a trouvé son rôle actuel chez Framatome, qui a eu la très bonne idée de valoriser son expérience. Pascal est un formateur depuis toujours et sait adopter le bon positionnement pour transmettre et embarquer toutes les générations. Bonjour Pascal. Bonjour Mathilde. Je suis absolument ravie de te recevoir dans cette émission. Écoute, merci de m'accueillir. Franchement, c'est un plaisir. Est-ce que tu veux bien commencer, comme avec tous les invités, par te présenter, nous donner peut-être quelques éléments pour qu'on apprenne à mieux te connaître ? Oui, je vais te donner quelques éléments de mon pédigré. Voilà, je vais ressortir mon carnet de vaccination, je vais te donner un peu tout ça. Donc, je m'appelle Pascal Lemaire, j'aurai 62 ans le 7 février prochain. Voilà, donc je suis heureux papa de 3 garçons de 38, 35 et 32 ans. Voilà, donc des très grands garçons et aussi heureux papy de 3 petits-enfants. Voilà, donc un papy heureux. Voilà. Et donc, au-delà de cet aspect personnel, je travaille chez Framatome, qui est un grand donneur d'ordre du nucléaire, filiale d'EDF. Nous sommes un peu les Chafoto et Mori, les chaudiéristes du nucléaire, et je suis expert qualité fournisseur auprès du directeur qualité fournisseur, justement pour que l'ensemble de mon expertise puisse aider à la fois la filière, les collègues et nos partenaires que sont les fournisseurs. Et j'habite dans un petit village de Normandie, à côté des Andelys, qui est une sous-préfecture, un joli village qui porte le nom des Trois Lacs. Voilà. Tu sais tout d'une manière synthétique Super. De qui je suis. Quelle présentation. Est-ce que tu veux nous dire, quand tu étais tout jeune ou petit, à quoi tu rêvais, comment t'imaginais ta vie, de quoi tu avais envie ? Oui. Alors, est-ce que ce sont des flashs d'images ou de la réalité de ce que j'ai capté, mais je me souviens de ces images en noir et blanc de Neil Armstrong qui pose le premier pas sur la Lune, et j'ai été télé noir et blanche chez mes grands-parents. Alors, est-ce que je me souviens de ça, ou est-ce que ce sont des images par la suite qui m'ont marqué ? Mais tout petit, je voulais être astrophysicien. Hein, quel vaste programme. Astrophysicien, parce que les étoiles, ça me captivait. Et j'ai toujours pensé qu'être seul au monde, ça ne devait pas être la réalité. Voilà. Il devait y avoir autre chose ailleurs, et qu'il fallait étudier et pouvoir regarder ce qui pouvait se passer au-delà du cadre, qui est notre petite Terre. Voilà. Donc voilà un peu tout petit à quoi je rêvais, d'être astrophysicien. Alors, quelque part, j'ai un petit peu accompli... tu t'es quand même vachement rapproché de cet univers. Je me suis un petit peu rapproché, puisque pendant 36 ans, j'ai travaillé dans l'univers aéronautique et spatial, puisque j'ai commencé ma carrière à la Société européenne de propulsion à Vernon, dans l'Eure, voilà, à la fabrication des moteurs de la fusée Ariane, qui, je le rappelle, ça peut être intéressant de le savoir, il faut se souvenir que les technologies des premiers moteurs d'Ariane, qui sont des moteurs Viking, puisque tous les moteurs développés sur Vernon portaient le V, moteur Valois, moteur Vexin, et donc les moteurs Viking, partaient d'une technologie des V2 allemands. Puisqu'à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, l'ensemble des ingénieurs qui travaillaient sur ces engins de mort ont été répartis parmi, on va dire, les puissances qui ont gagné cette guerre. Et entre autres, la France a récupéré quelques ingénieurs allemands. Et au tout début de ma carrière, j'ai connu un de ces ingénieurs qui était encore sur site, Hans Bringer, qui était un des pères, si on peut dire comme ça, des V2, et qui a contribué au développement de la technologie qui ont conduit aux moteurs Viking qui ont servi sur Ariane. Voilà. Donc c'était une grande épopée. Ariane, ça a été le fleuron
un des fleurons industriels de la France et de l'Europe. Je suis arrivé pour c'était vol 11, voilà. Et je l'ai quitté à vol 160 et des brouettes. Voilà. Waouh. Voilà. Et t'es arrivé entre guillemets par hasard. Qu'est-ce qui t'a guidé là? C'est une volonté? Absolument par hasard. Donc dans mon cursus personnel, ayant été papa, puisque je vous ai donné mon âge et l'âge de mes enfants, ayant été papa de bonne heure, j'étais chargé de famille assez tôt, puisque mon épouse de l'époque était encore en études à la fac. Ah oui, vous étiez super jeune. À la fac de Rouen. Et donc, le petit bout qui était désiré, il fallait bien assumer. Et donc, j'ai fait des études courtes, puisque je suis titulaire d'un BTS, bureau d'études en construction mécanique. Mais je n'avais pas envie de passer ma vie derrière une planche à dessin. À l'époque, on dessinait encore avec les plumes à palette. Les rotring n'étaient pas encore d'actualité, et encore moins la CAO, la conception assistée par ordinateur, avec des outils tels que Katia, développés par Dassault, qui n'étaient pas encore d'actualité. Et donc, il fallait faire bouillir la marmite. Et je me souviens précisément qu'en allant rechercher mon véhicule qui était en révision dans un garage rue de l'Essard, à Rouen, tout est marqué. Je suis passé devant une boîte d'intérim qui cherchait des gens qui avaient un petit peu de jugeote pour faire de l'inspection dans un monde que je ne connaissais absolument pas et qui était le monde du spatial à Vernon. Et pourtant, originaire de la région, je ne savais pas que les moteurs d'Ariane étaient fabriqués à Vernon dans l'Eure. Voilà. Et donc je suis rentré et j'ai débuté comme ça en faisant de l'inspection physique sur pièce, voilà, des mesures dimensionnelles, d'états de surface divers et variés. Voilà comment je suis rentré dans le milieu du spatial. T'as aimé tout de suite? Pas vraiment, non. Parce que se retrouver au milieu de l'atelier, c'était très structuré, puisque donc, tous les compagnons ou opérateurs étaient en blouse bleue, et les contrôleurs, inspecteurs dont je faisais partie, étaient en blouse kaki. Voilà. Et on était basé au milieu de l'atelier, et chaque opérateur venait avec sa pièce faire contrôler la première pièce avant de lancer la série. Et donc on donnait le top démarrage. Mais on sait très bien, et c'est encore vrai aujourd'hui, que l'autocontrôle fait par les opérateurs prévaut toujours sur le contrôle fait par l'inspecteur, car un opérateur, j'aime bien appeler compagnon, parce que c'est cette notion de transmission aussi, le compagnonnage. On sait très bien qu'un compagnon contrôle toujours sa première pièce avant de la donner soit à l'inspecteur ou de lancer la série. Donc c'était pour conforter le résultat par un double contrôle pour lancer les séries. Voilà, donc fallait travailler, c'était un travail en équipe, on commençait à 5h du matin. Voilà, et puis, Exigeant, mais ça ne me suffisait pas. Donc j'avais trouvé un deuxième travail en parallèle pour faire bouillir la marmite, en étant prof de dessin industriel le samedi matin dans une école privée de radioélectricité sur Rouen, qui n'existe plus. Mais ce n'est pas de mon fait. On l'espère. J'espère. Je plaisante. Voilà ce qui me permettait en semaine de travailler. Donc, c'était la Société européenne de propulsion à l'époque. Et le samedi matin, donner des cours à la fois de dessin industriel et de technologie. Car quand on veut s'en donner les moyens, il est toujours possible de trouver des possibilités de faire bouillir la marmite, comme je le dis, et puis de s'engager. Et cette volonté de donner des cours quelque part, ça m'a toujours poursuivi, parce que tout petit, dès l'âge de 17 ans, j'étais animateur de centre de vacances, puis directeur de centre de vacances. Donc le contact avec, on va dire, une population plus jeune à l'écoute, pas toujours. Le plus souvent possible, mais ça c'est fondateur pour toi. Et de pouvoir transmettre, étant jeune à l'époque, le peu que je connaissais, et faire ce lien entre le monde éducatif et le vrai monde du travail, et créer des ponts, des passerelles entre les deux, c'est important. Voilà, de manière que nos jeunes se rendent compte de la réalité de ce qu'est une vie d'entreprise, et comment la théorie que j'apprends à l'école, je peux la transposer dans le monde professionnel. Donc nous, aujourd'hui, les anciens, les cheveux gris, on doit être cette passerelle qui aide les plus jeunes
alors qui ne sont pas obligatoirement des bébés sortis de l'école, hein, mais les trentenaires ou même les quarantenaires, on doit être là, on doit être des passeurs. Voilà. Des passeurs de connaissances, des passeurs d'expérience, parce que je me suis rendu compte par les différentes entreprises par lesquelles je suis passé, donc, puisque j'ai fait 36 ans dans le groupe qui s'appelle Safran aujourd'hui, avec... 36 ans, faut quand même le souligner. Oui, 36 ans dans le groupe Safran. C'est extraordinaire. En passant à la fois par le site de Vernon, avec beaucoup de postes dans la relation fournisseur, et plus particulièrement dans la relation qualité-fournisseur, et des fournisseurs essentiellement à l'étranger, puisque Ariane, c'est quand même une construction européenne. Puis, travailler sur le site de Safran à Gennevilliers, Forge et Fonderie. Voilà, c'était une expérience aussi enrichissante, parce que les marteaux-pilons, c'est quand même quelque chose à voir et à entendre. Et je vous encourage à visiter des forges pour se rendre compte du développement que font les compagnons d'échanges par des codes visuels. Parce que quand les forges fonctionnent, on n'entend plus rien. Quand les pilons tombent de 50 tonnes qui tombent, on n'entend plus rien. Donc ils ont développé un langage visuel, physique, qui permet de garantir que les opérations... on peut visiter ces forges ? Quand il y a des portes ouvertes, il est toujours possible de s'inscrire. Alors généralement, les opérateurs ne sont pas en fonctionnement, enfin les machines ne sont pas en fonctionnement parce qu'il faut garantir la sécurité des personnes qui visitent, mais il y a toujours possibilité, dans les journées portes ouvertes, de trouver des gens qui travaillent dans ces domaines pour les visiter. Mais je vous encourage vivement, en fonction de vos métiers et de vos fonctions, de faire de benchmark. Pas du benchmark pour copier-gagner à la chinoise, mais du benchmark pour échanger, justement, partager les bonnes pratiques. Parce que dans un monde concurrentiel, surtout industriel que nous connaissons, certes, par moments, on peut être concurrent, mais si on veut que les filières puissent continuer à vivre face à des concurrences redoutables venant de Chine, des États-Unis et beaucoup de l'Inde aujourd'hui, ou de l'Indonésie, échanger des bonnes pratiques, ça ne va pas vous enlever du savoir-faire, ça ne va pas vous enlever des contrats, mais ça va garantir le maintien d'une industrie pérenne, forte, en France et en Europe. Et donc, tu fais ça, toi, souvent, Pascal, le fait d'échanger, de partager avec des gens qui sont parfois des compétiteurs, mais parfois des compétiteurs ? Oui, on fait ça très régulièrement, justement, pour s'améliorer. Et je vais d'abord rebondir sur... j'aime bien le terme rebondir, mais même s'il est complètement impropre dans la discussion, je le prends. Je rebondis. Alors 120 kilos qui rebondit, ça... Voilà, bon. Donc, après Gennevilliers, j'ai travaillé chez Safran à Corbeil-Essonnes, qui est le plus grand site de machines d'usinage en Europe. Voilà, où on fabrique beaucoup de pièces, essentiellement toutes les pièces des moteurs CFM, qui est une joint venture 50-50 entre GE et Safran pour les moteurs d'avion et les moteurs militaires, entre autres du Rafale, par exemple. Et puis j'ai travaillé ensuite à Safran, à Villaroche, sur la partie banc d'essai. Voilà. Toujours dans la partie qualité, toujours banc d'essai. Ça veut dire quoi, banc d'essai ? Les bancs d'essai, parce que tous les moteurs sont testés. Tous les moteurs d'avion, ou les turbines d'hélicoptères, ou les moteurs fusées, sont tous testés sur banc d'essai. Non pas aux limites, mais sur des points de fonctionnement donnés, pour s'assurer qu'il n'y aura pas de problème par la suite. Parce qu'il serait quand même dommage qu'un avion ou un hélicoptère présente des défaillances en vol. Donc les moteurs sont tous testés, ce qu'on appelle recettés. On fait une recette sur des points de fonctionnement donnés pour s'assurer que justement ces moteurs sont aptes à être utilisés en vol. Parce que franchement, ça serait quand même dommage qu'un avion tombe ou qu'un hélicoptère tombe, surtout si en plus on est dedans, voilà, ou nos enfants. Donc il faut faire en sorte que la sécurité prime sur je veux dire, le chiffre d'affaires ou autre. Le premier mot de l'aéronautique, c'est la sécurité avant tout. Voilà. Et ça, on vous en remercie. Oui, je remercie mes collègues qui y sont toujours. On fait tous en sorte dans nos tâches tous les jours. Et c'est complètement lié aussi au facteur humain. Faire attention quand on démarre une opération. Souvent, on appelle ça désormais des pre-job briefings. C'est très joli comme terme.
Mais tout simplement, je donnerai l'exemple, quand tu vas démarrer une recette de cuisine et que tu ouvres ton livre, tu ne te lances pas tête la première dans la recette, tu t'assures d'abord d'avoir les bons ingrédients disponibles, d'avoir les bons ustensiles disponibles pour mener à bien ta recette, et puis de t'assurer de savoir faire ce qui est demandé dans la recette. Si on te demande de monter des œufs en neige, si tu n'as jamais fait ça, tu ne peux pas le deviner, donc tu apprends. Voilà. Donc avant de démarrer une recette de cuisine, on regarde toujours tous ces aspects-là, et ben, le pré-job briefing dans les industries, c'est ça. C'est avant de démarrer une opération, c'est est-ce que j'ai les bons outils? Est-ce que j'ai les bonnes procédures? Est-ce que je sais faire? Est-ce que j'ai été formé? Et dire je ne sais pas, ce n'est pas une faute, mais c'est un gage d'amélioration et de limitation des risques potentiels. Voilà. Donc c'est le petit parallèle que je fais entre les recettes de cuisine et les pre-job briefing, qui sont un petit peu à la mode dans toutes ces industries avant de démarrer les opérations. Dans Revier, ce n'est pas mon cas. Moi, il faut qu'il y ait du mouvement, il faut que ça bouge, il faut que ça change, il faut qu'il y ait des challenges, même s'ils sont compliqués, c'est pas grave. Mon père me disait toujours, quand tu as un problème compliqué, commence par essayer de le découper en petits problèmes simples et traite le sujet étape par étape. Voilà, j'ai toujours retenu ça et je me l'applique et je tente d'expliquer ça aux plus jeunes. Donc voilà la notion de challenge qui me permettent de mettre en œuvre les 3 T que j'aime bien. Voilà, les 3 T que j'aime bien, qui sont la transmission. Voilà, c'est important, la notion de transmission, parce que sinon on a l'impression quand on démarre un nouveau projet, de tout refaire à zéro ou d'avoir oublié ce qui s'était passé dans le passé. Ben non, il faut apprendre de ses erreurs, voilà. Et puis, loin de me nuire, la différence des autres doit m'enrichir. Voilà. Donc à partir de là, à partir de ces 2 concepts-là, on doit être capable de prendre en compte, sans non plus y passer sans s'étendre, mais écouter, entendre ce qui s'est passé et prendre cette transmission pour faire en sorte que les nouveaux projets ne tombent pas dans les écueils que les anciens ont connus. Voilà. Donc mon premier T, c'est la transmission. Mon deuxième T, c'est la tradition. Donc la tradition, qu'est-ce que j'entends dans l'aspect? Alors autant on peut comprendre l'aspect tradition dans les aspects culinaires, puisqu'on en parlait tout à l'heure, ou les aspects musique, tradition locale, régionale. La tradition, dans la partie industrielle, c'est le cœur du métier. C'est ce qui fait l'essence même d'une entreprise. Voilà, c'est le projet d'entreprise, qu'on a appelé ça aussi pendant un moment. C'est ce qui fait que l'entreprise existe à, si on peut dire, une âme ou une aura. C'est ça la tradition, et qu'il faut maintenir, parce que c'est ce qui fait, ce qui différencie l'entreprise d'une autre qui peut avoir des produits similaires. Et puis mon troisième T, c'est la transgression. C'est à un moment donné, les règles, les normes, c'est bien, mais une norme, ce n'est qu'un élément qui permet d'avoir un tronc commun et qui permet de se comprendre. Mais ce n'est pas une solution en soi. Je souhaite aborder à travers ces notions de normes tout ce qu'on entend en normes, les normes ISO. ISO 9001, 19443, etc. Toutes les normes. C'est quoi une norme ISO? Ce n'est qu'un modèle en organisation, essentiellement qualité, qui permet de garantir aux clients que vous êtes à peu près organisé et qu'il aura toujours le service identique, mais ça ne préjuge pas de la qualité de vos prestations. C'est pas parce que vous avez des certifications que vous êtes les meilleurs au monde, mais vous donnez un gage de confiance aux clients. Donc les labels ISO, quels qu'ils soient, c'est un peu comme les labels rouges sur les poulets. Voilà. C'est-à-dire que ça donne une confiance au client qui va acheter le poulet. Derrière, il y a de l'organisation, il y a du suivi et autres, mais c'est pas pour autant que ce sera le meilleur poulet du monde. Peut-être que le meilleur poulet du monde, c'est celui que vous allez acheter chez le petit paysan local qui élève tout seul au grain maïs ses poulets. Voilà. Bon. Voilà, donc tu dis transmission, tradition, transgression. Donc oui, je disais transgression parce que les normes, c'est bien, mais il ne faut pas s'enfermer non plus dans ces règles. D'accord ? Il y a la lettre et l'esprit. Alors on est toujours sur une frange difficile à cerner entre la lettre et l'esprit, mais à un moment donné, il faut se souvenir qu'en tant qu'industriel, participant aux industries qui nous embauchent, on est là pour faire d'abord du business. On n'est pas là pour faire bien, tout bien, le meilleur possible. On est là pour faire du business. Donc, souvent, on verra dans la carrière qu'on peut être amené à être frustré.
parce qu'on ne va pas au bout des choses, parce qu'à un moment donné, il y a les décideurs, ceux qui donnent le cap, ils disent non, on s'arrête là, parce que la notion investissement... Parce que la direction a changé. Ou non, pas bien. Enfin, je veux dire, la direction, sans parler des personnes, les choix, la stratégie... Les choix changent, donc il faut, et c'est un point que je souhaiterais donner aux plus jeunes d'entre nous, c'est apprenez à être frustré. Oui, c'est frustrant au démarrage quand vous travaillez sur un projet, que vous investissez, parce que si on vous l'a donné, voilà, il y a des résultats attendus, des éléments attendus, des données de sortie attendues. Bon, vous travaillez dessus, vous intervenez, vous faites marcher votre matière grise, vos connaissances dans votre domaine qui est le vôtre, pour faire en sorte que ce soit une réussite. Voilà. Et puis à un moment donné, on vous dit, bah non, s'arrête là. Oui, c'est frustrant, mais il faut apprendre à être frustré. Voilà. Et d'autant plus si vous travaillez dans la qualité. Voilà. Parce que vous verrez, je parle ça une fois de plus pour les moins expérimentés dans le domaine, que la qualité, quand tout va bien, vous ne servez à rien, et quand ça ne va pas bien, c'est de votre faute. Voilà. Mais c'est pas grave, il faut le prendre. Hein, la qualité, c'est un sacerdoce. Voilà. C'est sacerdotal. Hein. J'ai pas mis mon habit de moine aujourd'hui, mais c'est sacerdotal, la qualité. C'est pas facile, parce que, effectivement, on est un peu le... Alors, l'image que je donne du qualiticien, nous avons normalement tous en tête ce référentiel qui est Pinocchio, voilà, et Jiminy Cricket, qui est sur l'épaule de Pinocchio, qui est un petit peu la petite pensée sur l'épaule de Jiminy Cricket, qui dit attention, tu vas faire une connerie là. Voilà. Donc arrête, tu vas faire une connerie. Donc la qualité, c'est un petit peu ça. On est un petit peu le Jiminy Cricket dans les entreprises, pour d'une part s'assurer qu'on ne va pas faire de bêtises et respecter ce qui est attendu à la fois dans l'organisation, mais aussi par le client. Voilà. Donc voilà un petit peu sur mes 3 T. Et donc, quand je parle de transgression, à un moment donné, il ne faut pas s'enfermer, ce que je disais tout à l'heure, il ne faut pas s'enfermer dans les normes, dans la documentation, même si c'est important de respecter ce qui est écrit. On a le droit d'avoir des idées sûrement intéressantes, mais on le dit avant de mettre en œuvre. Voilà. Et quand je dis transgression, c'est qu'on a le droit d'avoir des idées novatrices et de les défendre. Voilà, de les défendre. Bien sûr, pas uniquement une lubie parce que j'ai vu à la télé ou que quelqu'un a parlé d'eux. Non, mais quand je dis transgresser, c'est de faire bouger les lignes. C'est ça ma transgression dans le monde industriel. C'est pas de dire c'est écrit A, je vais faire B. Non. Si c'est écrit A, il faut se dire que derrière il y a des gens qui ont réfléchi à faut faire A avant de faire B. Voilà. Donc néanmoins, si on pense de par notre expertise, notre compétence, qu'il serait mieux de faire B avant A, on en parle. On a le droit d'essayer. On a le devoir de lever le doigt et de dire attention, je pense que. Et à ce moment-là, on échange, on partage. Mais surtout, en aucun cas, le faire dans votre coin en disant aussi bien, ils y connaissent rien, moi je connais bien, je sais ce que je fais, je connais mon métier. Oui, mais sauf qu'on connaît peut-être son métier aux frontières de notre champ d'action, mais on ne connaît pas ce qu'il y a en aval et en amont. Et c'est ça qui est important aussi. Ok. Donc je parle beaucoup. Ouais, mais tu parles beaucoup, mais c'est super intéressant. Donc 36 ans chez Safran. Oui. Qu'est-ce que tu en retiens? Qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce qui a été plus délicat? Qu'est-ce que tu as envie de partager sur 36 ans dans la même boîte, même si tu as fait beaucoup de métiers dans beaucoup de filiales? C'est quand même super impressionnant. Oui. Alors, je ne sais pas si c'est impressionnant, mais c'est long. C'est long. Alors, je retiens plusieurs choses, parce qu'il y a eu une fin à Safran, puisque aujourd'hui je ne suis plus, et je vais en parler par la suite, sur ces 36 années. Tel que je vous l'ai exposé tout à l'heure, et je te l'ai exposé tout à l'heure, c'est mon arrivée chez Safran, ça a été concours de circonstances, aller chercher une voiture qui était en révision, passer devant une boîte d'intérim et rentrer dans cette grande histoire qui est Ariane. Alors, là, ce que je retiens, c'est toujours plus simple de se donner et de travailler quand on est dans une entreprise qui a un produit dont l'image est forte. Parce que quelque part, on sait que la finalité, c'est qu'il faut que la fusée elle parte et que les satellites soient mis en place où ils doivent l'être, à 36 000 km autour de la Terre. Voilà. Donc l'image du produit est importante. S'identifier au produit ou à une image du produit ou à l'entreprise, c'est important pour pouvoir se donner. Si on n'y croit pas, on ne fera pas du bon boulot. Voilà. Donc déjà, ce que je retiens, c'est le produit qui a son importance en termes d'image
pour s'assimiler au produit, ou au moins être très très proche du produit, et en être fier. Voilà. Faut être fier de ce que l'on fait. Sinon, je sais pas, on va dans le Larzac et élever des chèvres, même si c'est très bien, mais voilà, si on n'est pas fier et qu'on n'a pas cette notion d'appartenance à une entité qui est l'entreprise, et cette volonté d'aboutir au résultat attendu, ça doit être compliqué et ça doit faire des journées tristes, voilà, à mon avis. Et qui potentiellement peuvent durer longtemps. Et ça peut durer longtemps, et que les 36 ans peuvent vite être transformés en 72, voire plus. Ressenti 72. Ressenti 72, c'est un peu comme la température en ce moment. Voilà. Donc, voilà. Donc, premier, c'est l'attachement au produit que j'ai découvert. Et puis, une chance, oui, c'est quand on est dans un grand groupe, on a toujours cette possibilité, sans prendre trop de risques, de changer de métier, de changer de site. Voilà. Donc je dirais ça, c'est rentrer dans un grand groupe. Certes, d'un côté, au démarrage, on est dans une nuée d'individus, et on n'est qu'un individu parmi d'autres. Néanmoins, l'un des avantages, c'est si on a cette volonté de changer de fonction, de changer de poste, de voir autre chose, il y a toujours possibilité, avec la bourse des emplois qu'il y a dans les différents grands groupes, ce qui est, je le sais, pertinemment beaucoup plus compliqué pour des TPE ou des PME de pouvoir changer, ce qui impliquera obligatoirement pour les compagnons ou les salariés qui travaillent dans des TPE-PME de changer d'entreprise. Et c'est là où c'est le plus compliqué. Toi, t'inviterais du coup les gens qui sont effectivement dans un grand groupe, tu parles d'une marque forte, d'un produit en lequel ils ont confiance, à justement profiter des opportunités des différentes branches, des différentes ramifications, et d'aller s'essayer à d'autres missions, de se faire challenger, de ne pas s'endormir, de continuer. Bien sûr. Il ne faut pas avoir peur. Oser. Il y a des logos, oser la confiance, oser le changement. Oser, qu'est-ce que vous avez peur de quoi? C'est quoi le risque? Qu'on vous dise non? On dira non, mais c'est pas grave. Vous n'avez pas perdu votre emploi. L'emploi que vous avez actuellement est toujours là. Enfin, vous y êtes. Hein. Le risque est assez limité. Le risque, c'est qu'on vous dise oui. Voilà. Et surtout, ne vous limitez pas quand vous voyez des descriptions de postes où on vous donne des niveaux attendus ou d'expérience attendue. Tentez, osez, transgressez. Au pire, ça marche. Au pire, ça marche. Voilà, faut pas avoir peur. Et je le disais souvent, puisque on le verra peut-être tout à l'heure, je vous l'ai dit, hein, j'ai un BTS, je suis pas de formation ingénieur, ce que j'ai fait par la suite. On verra après. Tu m'as dit que tu t'étais reformé justement pour accéder au statut cadre. Voilà. Mais n'hésitez pas, vous êtes ETAM, ou technicien agent de maîtrise. Il y a un poste plutôt cadre qui est disponible et qui, d'après vous, répond à vos compétences et à vos envies. N'hésitez pas, allez-y. Parce que d'un côté, vous avez quand même les fonctions, alors je fais la petite parenthèse, qu'on appelait précédemment relations humaines, et qu'on appelle désormais ressources, c'est triste ça aussi, ressources humaines, qui rédigent avec les managers, les responsables managers, c'est à la mode aussi, les responsables qui ont besoin de recruter, c'est eux qui rédigent en fonction de leurs besoins, mais le fait que vous projetiez, par exemple, en tant que technicien sans poste cadre, et dire, mais moi je suis intéressé, regardez mon CV, je sais faire ci, je suis prêt à me développer sur tel et tel domaine, vous ouvrez vous ouvrez justement ce poste vis-à-vis des RH et vis-à-vis des managers qui attendent de pourvoir à ce poste, sur des opportunités qu'ils n'auraient pas obligatoirement vues. Donc chacun d'ouvrir sa voie. Osez, sortez de votre cadre. Hein, la notion de sortir du cadre, on voit bien une peinture, elle est un peu enfermée dans son cadre, donc il faut sortir du cadre un petit peu, puis voir un petit peu à l'extérieur, et oser sortir de son cadre, sachant qu'aussi bien, vous avez toujours la possibilité de revenir dans votre cadre. Donc ça, là, c'est les 4 axes, pour répondre à ta question, que je retiens de ce passage sur Ariane. Puis après, j'ai fait quand même quelques années sur les moteurs d'avion et les turbines d'hélicoptères, toujours dans les notions de qualité fournisseur, et c'est toujours cet aspect relationnel. Qui a primé. Quel que soit le produit,
le produit, ça, on l'apprend, le produit. Les exigences, ça s'apprend, les exigences. Mais après, cette volonté de transmettre, de partager, de comprendre les événements, de faire en sorte que les gens assimilent, ça reste un fil conducteur, et à la limite, quel que soit le produit. Et donc, je vais devancer une de tes questions. Vas-y, parce qu'elle va venir, là. Pour voir pourquoi avoir quitté ce Au bout de 36 ans, après tout ce que tu as fait. Ouais, absolument. Eh bien, j'ai fait mienne une maxime, ou je ne sais pas si c'est une maxime, parce que ça ne se démontre pas une maxime, mais une phrase célèbre en politique, c'est un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne. Voilà, je me le suis appliqué. Voilà. Étant toujours soucieux de ces aspects sécurité, qualité, avant même respect des délais ou autre, il m'était difficile d'accepter de faire des compromis des compromis ou de couper dans les... Je vous rappelle que Coluche est mort parce qu'il a coupé un virage. Il n'aurait pas coupé le virage, il n'aurait pas rencontré ce camion. Voilà. Donc, c'est ce qu'on dit toujours en qualité. Attention, la ligne droite n'est pas obligatoirement, et de vouloir aller trop vite, c'est pas obligatoirement la meilleure des solutions. Voilà. Donc, à un moment donné, les directions qui étaient souhaitées, qui étaient peut-être les bonnes, n'étaient pas celles que moi j'imaginais et que au fond de moi, de par mon expertise, je pensais être les meilleures pour atteindre l'objectif. Et étant un peu minoritaire dans cette vision de traitement d'un certain nombre d'éléments, j'avais peut-être sûrement tort, puisque... Mais tu as décidé de partir. Je me suis dit, il faut que je change. Il faut que je change. En plus, une ambiance, on imagine bien qu'un lanceur, le lanceur Ariane 5, avait fini sa vie, il n'y avait plus de lanceur, on ne lançait plus Ariane 5, il était fini, voilà. Il était hors de question de relancer, il fallait attendre Ariane 6, et rester des mois sans avoir de lanceur à lancer, c'est qu'à le dire, c'était une situation moralement lourde. Quand on en parle encore avec des collègues, même si la première Ariane 6 est déjà partie, c'est difficile à vivre. J'ai vécu ça dans le passé, au début de ma carrière, parce qu'il y a eu un échec, on est resté 1 an et demi sans tirer. 1 an et demi sans sortir de produit. Même si on n'est pas dans les fusées, imaginez. Qu'est-ce que ça génère? Vous êtes en train de fabriquer, ou des capteurs, vous fabriquez des produits universels, et pendant 1 an et demi, vous ne sortez pas de produit. Il faut s'imaginer ce que ça peut représenter dans l'esprit de chaque compagnon ou chaque opérateur ou salarié. Voilà, donc, décider de changer. Mais pas n'importe comment, c'est pas le coup de tête. C'est pas comme ça, c'est pas en claquant des doigts. Non, ça se fait pas en claquant des doigts. Déjà, un de mes premiers avantages, c'est que les enfants étaient très grands, puisque j'ai changé de fonction, j'avais 58 ans. Voilà. Donc, les enfants grands, majeurs, plus à la maison, mon épouse déjà en pré-retraite. Donc, le risque était assez... Gérable. Néanmoins, quel que soit votre âge, quelle que soit cette volonté de changer, n'oubliez pas que si vous êtes en famille, il faut quand même que ce soit un projet partagé. Voilà. Sinon, à un moment donné, ça ne marchera pas. Bon. Projet partagé. Effectivement. Projet partagé pour avoir du soutien, de l'écoute, de la compréhension, de l'acceptation. Oui, absolument, absolument. Et puis se dire, surtout, si jamais je me plante, on est bien d'accord, c'est pas grave, on fera autre chose. Ok, ça marche, on y va, banco. Voilà. Et puis, c'est comme ça que vous découvrez que votre compagne, votre compagnon, peu importe, va vous dire, écoute, c'est une bonne chose parce que je voyais bien que ça commençait à, pas se morfond, mais ça tournait en rond, ça t'agaçait, donc il était temps de faire quelque chose. Voilà. Donc, soit effectivement vous avez des managers autour de vous qui perçoivent, parce que c'est important, et qui sont là aussi pour vous faire grandir, et qui à ce moment-là sont tout à fait aptes à vous aider à progresser et à se sortir, même si vous faites du bon boulot et qu'il a besoin de vous, mais s'il voit que ça tournicote et que vous... Non, faut faire bouger les gens, faut aider les gens. Voilà. Ou soit, effectivement, vous avez un conjoint qui est là, ou conjoint, peu importe, qui est là et qui vous soutient. Oui, allez, banco, vas-y. Voilà, donc quelque part, vous avez un feu vert moral qui vous est donné et qui vous conforte en disant, c'est bon, je vais y aller. Et donc, comment ça s'est passé? Parce qu'on était à la fin des années 2020, on était à peine sorti du confinement de ce satané virus.
Et donc je me dis, bon, je vais me lancer. Et qui mieux qu'un réseau tel que LinkedIn pour regarder un petit peu ce qui se passe dans le monde industriel. Il est quand même pas mal foutu ce réseau, d'ailleurs c'est comme ça qu'on s'est connu, hein, quand même, ne serait-ce que ça. Voilà. Et donc, je dis bon je vais retravailler mon CV, mais essayer de faire un petit peu novateur, hein, une fois de plus, hein, parce que les entreprises reçoivent tellement de CV, tellement que il faut que soit la lettre de motivation, soit le CV soit un petit peu différent des autres pour qu'ils sortent du lot, pour dans un premier temps avoir ce CV qui sort dans les deux doigts du RH ou du responsable qui embauche pour être lu. Voilà. Faut se démarquer. Donc se démarquer, c'est pas faire comme les autres. Comment toi tu t'es démarqué? Parce que j'allais dire, c'est pas si évident que ça d'avoir un CV qui se démarque ou une lettre de motivation si t'as 2-3 éléments à partager. Alors, les éléments que je tiens à partager, c'est ayez peut-être en début de CV une phrase d'accroche. Voilà, une phrase d'accroche. Vous voulez un professionnel? Prenez-moi. Ça peut paraître présomptueux, mais quelque part, c'est un peu comme dans la vente d'un produit. Hein. Dans une marque, il faut une accroche. Soit un chiffre, soit un mot, soit un slogan, soit une musique. Ayez une accroche. Commencez par votre CV par aussi un encart avec les points forts, vos points forts. Travaillez aussi vos points faibles. Connaissez vos points faibles. Et quand dans un entretien vous ne savez pas vos points forts, vos points faibles, commencez par vos points faibles. Voilà. Commencez par le plus difficile. Mais travaillez dessus. Ne dites pas, ouais, point faible, on verra plus tard. Non. Je suis sûr que vous savez, vous en avez, donc commencez par cela. Et puis le CV, travaillez plutôt, mettez en avant d'abord vos compétences. Et moi j'avais mis les compétences en mettant des petits schémas de curseur. Voilà. Et je plaçais le curseur plus ou moins par rapport aux compétences. Mettez pas tous les curseurs au plus, c'est pas crédible, ni au moins. Oui, mais t'es un grand garçon, tu sais te regarder devant une glace, voilà. Tu sais là où t'es bon, tu sais là où t'es moins bon. Et il est censé être capable. Visuellement, chacune des compétences, il y avait physiquement de dessiner un curseur, et j'avais placé le curseur sur chacune de ces compétences. Et puis après, effectivement, il faut bien avoir une partie de votre pédigré professionnel de tout ce que vous avez fait, mais en mettant en avant qu'est-ce que vous ressortez de chacun de ces postes, pas uniquement j'ai fait ci, j'ai fait ça, oui, mais et alors, qu'est-ce qui s'est passé particulièrement dans chacun de ces postes. Voilà. Et puis, bien sûr, mettre en avant vos hobbies, parce que souvent, vos hobbies peuvent aussi être révélateurs de qui vous êtes et de ce que vous pourrez apporter dans une entreprise. Voilà. Donc, et puis créer un peu de connexion personnelle avec les personnes avec qui vous allez échanger. Complètement, bien sûr. Et puis, peut-être montrer que vous avez peut-être aussi des hobbies qui sont peut-être différents des autres. Voilà. Et donc, si vous êtes différent des autres, vous pouvez peut-être sans doute apporter quelque chose de différent dans la fonction à laquelle vous postulez. Voilà. Donc, LinkedIn. Et puis, LinkedIn, je vois un post intéressant d'une fonction qui s'est développée, qui était Supplier Development Manager. Donc, développer le management de qualité chez les fournisseurs. Alors, ça vient d'où tout ça? Je vous donne un petit peu la genèse de tout ça. On a tous entendu parler de la centrale de Flamanville et des difficultés de mise en œuvre et qu'elle a coûté assez cher. Un audit a été demandé par l'État sur justement la filière nucléaire, qui a mis en avant, alors je peux en parler du temps librement, que c'est sur les réseaux sociaux, donc je ne vais pas vous délivrer de scoop particulier, mais qui a dit qu'à un moment donné, on a perdu, puisque ça fait plus de 40 ans qu'on n'a pas construit de centrale nucléaire en France, hein, faut avoir ça en tête, hein. On décide pas du jour au lendemain de se lancer à reconstruire les centrales sur un simple, une fois de plus, claquement de doigts. Et donc, cet audit, diligenté par l'État, a mis en avant, entre autres, deux aspects. Une maîtrise assez limitée des procédés spéciaux mis en œuvre, dont le soulage, et aussi une maîtrise améliorée du réseau des fournisseurs intervenant dans le monde nucléaire. Et donc, pour ce faire, a été décidé de développer un secteur de développement qualité fournisseur chez Framatome, société que j'ai rejoint, filiale d'EDF. Et ce que je souhaiterais mettre en avant de vous expliquer comment j'ai... Ben ouais, tu vas nous raconter. Je vais vous raconter tout ça. Mais c'est de dire que et Framatome et EDF
plutôt que d'attendre que des gens soient formés, acquièrent les connaissances attendues sur un domaine donné, n'hésite pas à aller chercher l'expertise et l'expérience à l'extérieur du groupe, où elle existe, et la rapatrier au sein de l'entreprise pour s'en servir, mettre en œuvre directement, écouter l'expertise que les gens apportent, la mettre en œuvre et la développer. Et ça aussi, ça c'est sympa. Et c'est ce que j'ai vécu et ce que je vais vous raconter très brièvement sur mon arrivée chez Framatome. Donc, je vois ce poste. Donc t'es sur LinkedIn, je suis tu LinkedIn, scrolles, tu regardes, tu vois le poste. et je vois le poste. Je dis, allez, j'y vais, j'envoie mon CV, j'envoie ma lettre de motivation. Et là, contact téléphonique, RH, ressources humaines, non pas relations humaines. Enfin, des gens qui recrutent. Des gens qui recrutent. Disent, monsieur le maire, voilà, on a vu votre CV, ça peut nous intéresser. Donc, on va vous envoyer des liens, donc tout à distance, hein, même pas en visioconférence. On va vous envoyer des liens, de manière très classique, vous allez passer des tests d'anglais. Là encore, je fais une petite parenthèse. N'ayez pas peur de votre anglais technique. C'est vrai que je suis dans une génération où on a appris l'anglais par la littérature. C'était le bouquin, ça s'appelait l'anglais par la littérature. Ce qui sert fichtrement à rien. Voilà. Ou attendre, ou apprendre toutes les déclinaisons verbales de l'anglais, ça sert fichtrement à rien. Le plus important, c'est se faire comprendre, être sûr que celui d'en face a bien compris ce que vous voulez, et vous verrez que ça se passe très bien l'anglais dans le monde. Et j'allais dire peut-être ne pas avoir peur. Ne pas avoir peur. De prendre la parole, Non. ok, on peut bredouiller, Non. ok, on peut ne pas avoir le bon Non. vocabulaire, c'est pas très grave. C'est pas grave, le tout c'est de bien comprendre et de se faire comprendre sur l'information qu'on souhaite transmettre. Et puis, ça c'est formation que vous avez tous suivi plus ou moins, c'est sur l'aspect communication, il faut un émetteur, un récepteur. Il suffit pas d'émettre, mais il faut aussi s'assurer que le récepteur ait bien compris le message. C'est pour ça que d'envoyer un mail, c'est pas communiquer. Parce que vous n'avez pas obligatoirement le retour du récepteur. Bon, ça c'est un petit truc. Truc et astuce. On a des forêts de mails toute la journée qui nous arrivent, et pour déceler le mail important ou pour lequel on attend quelque chose de vous, je me suis fixé une règle, deux règles que je voudrais partager avec vous. Si vous attendez une action d'une personne, vous le mettez en destinataire. Et vous ne mettez qu'un destinataire. Si vous mettez à partir du moment où vous attendez une action, si vous mettez 3 destinataires, ils vont chacun s'attendre à ce que l'autre fasse l'action. Voilà. Donc, une action, un destinataire. Tous les autres, en copie, parce que ils se sont là que pour avoir de l'information. Voilà, première chose. Et moi, vous êtes sûr que ça sera traité. Même si je dis, le mail n'est pas un moyen de communication, car s'il n'y a pas systématiquement le retour de l'émetteur. Mais on se donne même confiance, c'est bon. Ah non, mais j'ai fait un mail, donc tout va bien. Même si on peut prendre ces jolies chaussures, même si elles sont de sécurité et qu'elles sont lourdes, on fait 300 mètres, on va dans le bâtiment d'à côté, et on va voir directement la personne, et c'est aussi bien. Bon. Premier point. Deuxième point, quand vous rentrez de vacances et que vous avez une forêt de mails, faites vos tris, commencez par traiter ce qu'attend votre patron de vous. Parce que c'est à lui que vous allez rendre des comptes en fin d'année sur votre augmentation, sur les objectifs qui vous ont été fixés. Les patrons, les projets, les sujets qui mettent en œuvre la sécurité, la sûreté, la qualité, et les autres après. Sinon, vous allez être débordé. Hein. Et puis, vous pouvez aussi trier avec un outil économique, c'est gravité, urgence, tendance. Le but, gravité, urgence, tendance. Et voilà, vous pouvez trier comme ça. Voilà, je ferme ma parenthèse. Moi, je note. Et je reviens. Pour moi. Très bien, je vérifie rien. Donc, je reviens. Test d'anglais à distance, test de personnalité, un grand classique dans les embauches de cadre par un cabinet extérieur, avec ces questions qui se recoupent. Donc, on n'est pas non plus intelligent, on voit bien que les questions se recoupent. Donc, bon, bref. Et donc, voilà, vous avez passé les tests, tout va bien, le niveau d'anglais suffit à la au poste, le test de personnalité, vous êtes capable de prendre des décisions, il serait temps, vous avez presque 60 ans, de pouvoir prendre des décisions, vous êtes quelqu'un de stable, à 60 ans, c'est aussi quelque chose qu'on peut attendre, hein, normalement, voilà. Et puis après, maintenant, vous allez avoir des entretiens avec la personne qui recrute. Pas de problème.
Donc le directeur qualité fournisseur de Framatome m'appelle, il dit je peux t'appeler Pascal? Oui, si vous le voulez. C'est mon nom. C'est mon nom, si vous le voulez. Écoute, j'ai pas beaucoup de temps, je suis dans la voiture, je vais chercher ma femme à l'hôpital qui a eu une petite intervention. Je dis, bon, j'espère que c'est pas trop grave et que ça se passera bien. Écoute, j'ai vu ton CV, pour moi c'est bon. Ok, pas de problème. Donc, voilà. L'entretien d'embauche téléphonique, dans la voiture, la personne dans la voiture, j'ai vu ton CV, pour moi ça me convient. Je sentais bien que derrière, il y avait une urgence et sûrement une pression autre de monter très rapidement l'équipe de développement qualité fournisseur qui était attendue. Bon. Et puis, par la suite, autre RH pour les aspects, on va dire, bassement matériel, mais comme même importance, des aspects financiers, et là, une négociation Tout va bien. Simple. Bon, tout va bien. Et puis, je dis, mais la personne que j'ai au téléphone, c'est pas le manager direct que j'aurai en face de moi pour me piloter. Non, c'est quelqu'un d'autre. Est-ce que je pourrais avoir ses coordonnées? Voilà, donc on lui donne ses coordonnées. Et je vois que j'appelle cette personne, c'est moi qui prends la démarche d'appeler. Je vous rappelle, je n'ai rencontré physiquement personne. C'est extra. Donc je reçois tous les papiers à domicile, je signe, je renvoie. Enfin, c'est très classique. Donc l'offre est faite. L'offre est faite. L'affaire est dans ça. L'affaire est dans ça. Voilà. Donc j'appelle celui qui deviendra mon manager. Et je lui dis, écoutez, je pense que ce serait peut-être bien qu'il y ait une rencontre physique, physique. Ah, mais qu'on se voit. Qu'on se voit, quoi. Parce que par moment, entre ce qui se passe au téléphone, ou ce qui se passe par écrit, et puis après, il y a le feeling entre les deux personnes, ça peut très bien ne pas se faire. Voilà. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas se rencontrer? Je lui dis, mais vous habitez où? Il me dit, écoutez, j'habite sur le plateau de l'autre côté de Vernon, dans l'Eure, et moi j'habitais sur le plateau de l'autre côté. Puis je dis, écoutez, c'est pas compliqué. Le samedi, c'est le marché à Vernon, c'est sympa, il y a quelques restos. Retrouvons-nous le samedi midi à Vernon et déjeunons ensemble. Voilà, la seule rencontre que j'ai eue avec celui qui allait devenir mon manager. Comment s'est passée cette rencontre, ce déjeuner? Très bien, très bien. Quelqu'un qui avait mon âge, donc très bien. Donc on a pu échanger de manière plus précise sur ce qu'était le poste en tant que tel. Mais sinon, t'allais démarrer sans jamais y avoir parlé. Sinon, j'allais démarrer sans jamais t'avoir rencontré quiconque physiquement. Waouh. Voilà. Donc ça existe. Non, mais ton histoire, elle est quand même dingue, et puis j'allais dire, elle est vraiment pas banale. Non, c'est pas banal. Déjà, de se dire, à 58 ans, mon CV intéresse, mon expertise. Alors, il faut pas rougir, n'ayez pas peur du mot expertise. N'ayez pas peur de dire je suis expert dans mon domaine. Parce que si vous avez passé un certain nombre d'années, 10, 15, 20 ans dans un domaine, vous êtes expert dans votre domaine. Vous maîtrisez tous les rouages de ce domaine. On parlait benchmark, vous avez rencontré des pairs du domaine, vous avez pu échanger. Vous avez une expertise. N'ayez pas peur de dire oui, j'ai une expertise dans le domaine que je pratique. Voilà. Donc c'est pas banal. Et donc, à 58 ans, Hardy Petit, voilà, débarqué chez Framatome. Et comment tu t'es adapté, j'allais dire, parce que 36 ans d'une culture d'entreprise, t'es quand même marqué au fer rouge, t'as été fier de porter cette marque, t'as été fier de tes différents produits. Comment est-ce que tu t'es adapté? Je me suis adapté assez facilement. Certes, quand vous arrivez dans n'importe quelle entreprise, il y a le jargon de l'entreprise. Donc ça, il faut s'y habituer. Il faut l'apprendre. Ça s'apprend, c'est pas inné. Et ceux qui nous intègrent ont aussi la responsabilité de nous le rendre intelligible. Complètement. Et donc, n'hésitez pas de dire je ne comprends pas. C'est pas un abus de faiblesse, c'est justement un axe d'amélioration. Voilà. Vous avez le droit de dire je ne sais pas. Apprenez-moi, dites-moi. Et Et là, on se rend compte que par moment, les gens, ils utilisent par moment des termes, des choses, à la limite, eux-mêmes ne savent pas. Mais parce que ça fait bien d'utiliser le même jargon que les autres. Voilà, donc n'hésitez pas. Donc le jargon, ça pareil, ça s'apprend. Mais après, j'ai la chance d'être à nouveau dans une entreprise où le produit a une image forte. Centrale nucléaire. Voilà. Alors ça peut faire peur. C'est pas plus dangereux que de prendre la voiture. Hein. La voiture est plus mortelle que les centrales nucléaires. Bon. Donc, un produit aussi où là, comme pour les fusées ou les avions, j'ai pas envie que la centrale explose. Voilà.
comme j'avais pas envie que la fusée tombe ou que les avions tombent ou que les hélicoptères tombent. Donc là, un produit très fort. Un challenge important, puisque décision de l'État français de reconstruire des centrales nucléaires à l'aube des années 2035, donc avec 6 centrales nucléaires et après sûrement d'autres éléments en France. Dans une entreprise qui fait confiance à l'expertise et on va dire qui à la fois s'appuie sur la matière grise que représentent les jeunes ingénieurs qui sortent des écoles, mais aussi les techniciens et les compagnons avec leur savoir-faire manuel, mais aussi les cheveux gris, matière grise et cheveux gris. Ils se sont rendus compte qu'on avait besoin des deux et que si on voulait rapidement mettre en œuvre une amélioration du panel des fournisseurs sur les aspects qualité, eh bien, il fallait faire appel à des experts. Et c'est comme ça que l'équipe de développement qualité fournisseur, construite sur la base de personnes venant de GE, venant de l'automobile et venant de l'aéronautique, s'est construite. Vous avez une toute petite armée, une cohorte, dirait Astérix, une cohorte de Romains, là, de vieux barbus qui ont de l'expertise et de l'expérience, et qui sont là et capables d'aller tout de suite sur le terrain. Certes, le produit est différent, mais on reste dans le monde industriel mécanique, donc les rouages restent les mêmes. Et donc très rapidement, ça permet de mettre en œuvre des plans d'amélioration chez les fournisseurs, de former les plus jeunes, mais surtout, je le disais tout à l'heure, et ça c'est un atout de l'entreprise dans laquelle je suis aujourd'hui, Framatome, donc filiale d'EDF, c'est écouter l'expertise, écouter ceux qui savent. Voilà, pour éviter de reproduire les erreurs qui ont pu apparaître dans d'autres industries ou d'autres entreprises, mais surtout cette confiance qui est donnée dans les cheveux gris. Voilà, donc ça, je voulais le soulever parce que je ne pensais pas que ça pouvait exister. Et ça existe vraiment. Et ça existe vraiment. Du coup, Pascal, tu es chez Framatome depuis quelques années. Oui. À l'aube de tes 62 ans, tu parles beaucoup de transmission, tu travailles avec des gens de différentes générations. Oui, comment est-ce que tu as du plaisir à travailler, à leur partager ton savoir-faire? Absolument. Comment est-ce qu'eux l'accueillent? Absolument. Alors, c'est exactement dans l'étape dans laquelle je suis aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a quelques mois, on avait décidé à ce que l'équipe d'experts développement qualité fournisseur soit séparée en 2 équipes, une managée par mon manager et une par moi. Voilà. Sauf que ça fait une équipe managée, c'était une équipe de 3 personnes et une équipe de 4. Et puis on s'est vite rendu compte que c'était peut-être un peu riche d'avoir un manager pour 3 et un manager pour 4. Donc je suis allé voir mon directeur qualité et je lui ai dit, écoute Christophe, moi je pense qu'il faudrait qu'il y ait un seul manager pour l'ensemble des experts développement qualité. Et à ce moment-là, je vois bien Laurent qui était à l'origine de cette filière, de conserver quelque part un peu son bébé. C'est lui qui a porté sur les fonds baptismaux cette fonction, qui l'a mis en œuvre, qui a constitué l'équipe. Et moi, garde-moi à côté de toi en tant qu'expert qualité fournisseur pour traiter des moutons à 5 pattes, faire du coaching, des business units qui en ont besoin. Et le deal a été fait comme ça, c'était au mois d'avril de l'année dernière. Et donc, ça fonctionne super bien. Quand il y a des sujets un peu compliqués, touchy, je donnerai un exemple après, eh bien, il me dit, tiens, allez, tu y vas. Là encore, donc je retrouve ce que j'ai cité tout à l'heure, ces notions de challenge, les difficultés et challenge, et je vais donner un exemple une fois que j'aurai terminé ce cours de développement. Après, on a plusieurs business units au sein de l'entreprise. On est une grosse entreprise qui embauchons du fait de ces projets de nouvelles centrales EPR, 2000 personnes par an. 2000 personnes par an sont embauchées, et ce depuis déjà 3 ans. Incroyable. 2000, en moyenne, 2000 personnes sont embauchées par an dans le cadre de ces projets à la fois de nouvelles centrales en France, mais aussi de centrales que nous construisons à l'étranger et qui fonctionnent très bien. Flamanville n'est pas le bon exemple. Il y a d'autres EPR, d'autres centrales de ce type qui fonctionnent à l'étranger et que nous avons fabriquées et qui fonctionnent très très bien et pour lesquelles à la fois les délais et les coûts ont été respectés. Donc
Quand on va au-delà de l'image choc de Flamanville, qui est effectivement pas le bon exemple à garder, n'empêche que c'est une filière qui fonctionne bien aujourd'hui à l'étranger et que ce sera une réussite, ces centrales en 2035. Donc si je reviens, nous avons plusieurs business units, à la fois de fabrication, de contrôle, commande des centrales, voilà, toutes les fonctions qui interviennent dans le fonctionnement des centrales, la fabrication des crayons qui vont être plongés dans le cœur des centrales. Donc tout ça, c'est fabriqué par Framatome. Framatome travaille aussi à fournir tout ce qui va servir pour la radioprotection, pour les scanners, etc. Voilà, donc il n'y a pas que l'aspect nucléaire. Bon. Et donc, dans cette fonction d'expert qualité fournisseur, je suis amené à traiter des sujets ponctuels, les moutons à 5 pattes, où il faut détacher une personne qui aura le temps de lever le nez du guidon. On dit toujours, il faut lever le nez du guidon, sinon on ne voit pas le mur qui arrive en face. Voilà. Donc c'est bien d'avoir aussi des personnes qui peuvent lever le nez du guidon et avoir le temps de faire les choses correctement. Et en même temps, je fais de l'accompagnement, on dit à la mode aujourd'hui du coaching, des plus jeunes qui travaillent sur ce type de sujet, en étant un petit peu... alors c'est peut-être mon aspect papa, grand-père, d'être là, présent, non pas pour faire à leur place, mais pour les conseiller et être disponible en cas de besoin. Voilà. Donc ça, c'est super, parce que pour la partie transmission, c'est génial, quoi, parce que c'est dans le cœur de ma fonction aujourd'hui. Voilà. Donc quand je dis les moutons à 5 pattes, j'ai eu à régler... Alors je peux en parler, parce que c'est un sujet qui est sorti dans le Canard enchaîné. Alors, il faut lire le Canard enchaîné, où il y a eu un problème avec un fournisseur japonais de matière, et donc j'ai été amené à traiter ce sujet chez ce fournisseur japonais. J'ai dû y aller 5 fois pour pouvoir le traiter. Donc là encore, le challenge à la fois technique, culturel, parce qu'on ne travaille pas des Asiatiques comme on travaille avec des Américains ou des Européens. On ne travaille pas avec des Asiatiques japonais comme on travaille avec des Asiatiques chinois. Voilà, donc tout ça, ça s'apprend. Donc là encore, des challenges intéressants. Mais il faut y aller, quoi. Faut oser. Oser votre confiance. Ça, c'est important. Voilà. Donc c'est l'exemple que je souhaitais donner sur... Voilà, donc accompagner, coacher, c'est pas uniquement dire... Tu te trompes, c'est pas ça, il faut faire différemment. Non, c'est accompagner, apprendre, aider à apprendre sur le domaine, être là pour remettre dans le meilleur chemin possible le sujet. Voilà, c'est accompagner sur le chemin. Et comment est-ce que ceux que tu accompagnes, j'allais dire, accueillent, reçoivent les conseils, les échanges que vous avez ensemble? Alors, ils accueillent parce que je ne viens pas avec mes gros sabots en disant la vérité, la réalité, la solution, c'est ça. Je dis, bien, montre-moi d'abord toi, quelle est ta réflexion, et on va partir de ta réflexion à toi, et je vais te challenger sur ce que tu souhaites mettre en œuvre pour soit compléter, soit améliorer, soit revoir un certain nombre de choses, mais je m'appuie toujours sur ce que la personne elle-même a pensé mettre en place sur le sujet. C'est pas moi qui amène la solution. Je fais un peu de la maïeutique. Voilà. Je vais faire accoucher la personne de la meilleure solution possible pour le sujet qu'elle doit traiter, en apportant mon expertise, en lui donnant des exemples sur pourquoi est-ce que prendre cette direction n'est pas obligatoirement bonne, en donnant des exemples pratiques. Aujourd'hui, je me suis un petit peu contenu, mais j'ai souvent un langage très imagé, avec des mots et des exemples de la vie de tous les jours, de la vraie vie, hein, et pas uniquement de ce qui est livresque dans ce qui existe dans nos fonctionnements industriels. Et ça plaît. Ça plaît. Et puis cet aspect, t'inquiète pas, si tu tombes, je serai là pour te relever. Voilà. Ouais, et puis moi je sens aussi quelque chose de... Pour discuter avec pas mal de dirigeants ou de managers, il y a parfois une crainte finalement dans le fait de collaborer, de recruter ou de développer des personnes qui ont beaucoup d'expérience. C'est que la personne puisse venir se présenter avec une posture très haute. Moi je sais, toi tu ne sais pas. Moi je sais, toi tu vas peut-être apprendre, qui est humainement assez désagréable. Oui. À partir du moment où tu as de l'expérience, mais tu valorises l'autre, tu partages, tu guides, tu es sur une posture d'égal à égal, la transmission, elle est extraordinaire. Mais bien sûr, et c'est super sympa, quoi, parce que ça peut être un coup de fil. Tiens, Pascal, je sais plus tel truc, pas de problème, je te donne ça tout de suite, ou je t'écris dans les 5 minutes, voilà. Est-ce que tu peux m'accompagner ?
je t'accompagne, mais on est bien d'accord, je t'accompagne, c'est toi qui fais. Voilà. J'ai les fournisseurs sur un sujet donné ou sur un point donné. Ou dire, j'aurais peut-être pas fait... je prends qu'est-ce que je pourrais donner comme un exemple, un fichier Excel, hein, des données, traitement de données dans un fichier Excel. J'aurais sûrement pas fait de la manière dont ça a été fait, mais tu arrives au résultat, tu maîtrises ton point et le sujet qui est partagé avec le fournisseur est accepté par le fournisseur. Et bien très bien, allons-y. Hein. On ne cherche pas à avoir l'excellence dans le résultat, mais le juste besoin par rapport au résultat attendu. Et puis on accepte peut-être que les choses soient faites de manière un peu différente. Oui, alors ça, c'est un travail souvent qui est à faire par les plus anciens, c'est d'accepter que d'une manière différente de celle que l'on aurait appliquée, à obtenir le même résultat. Voilà. Mais c'est normal, parce que les plus jeunes générations ont été confrontées à des technologies nouvelles, des modes de communication nouveaux, des apports culturels nouveaux, des échanges nouveaux. À mon époque, les échanges, qu'on s'appelle pour les étudiants à l'étranger, ça n'existait pas. Voilà. Attends, beaucoup de choses ont changé. Beaucoup de choses. Hein. Bon, donc, il faut le prendre en compte et dire que ça ne peut être qu'un apport positif, complémentaire. Voilà. Et que ce mélange, ce melting pot entre l'ancien, le nouveau, bah, ça fait quelque chose de sympa, quoi. Mais faut l'accepter. Déjà, il faut l'accepter. Hein. Comme tu le disais, pas arriver avec ses gros sabots en disant « moi je sais, toi tu ne sais pas ». Je sais sûrement je sais des choses, j'ai vécu des choses, hein, je vais te donner ce que j'ai vécu. Après, t'en fais ce que tu veux. Si t'en veux pas, mais c'est pas grave. Mais au moins, j'aurais transmis ce que j'avais. Alors, faut avoir la volonté, le goût, l'envie, et puis, alors, je sais pas si c'est un fluide, mais il faut que la personne en face le ressente. Bien sûr. Si c'est un truc qui est appris par cœur, rabâché, ça sert à rien. Ouais, Il faut ouais. que ça soit naturel. Ça proliférera pas. Il faut que ça soit naturel. Voilà. Qu'est-ce que... donc, tu as quand même changé de job, de boîte à 58 ans. Oui. On entend tellement de choses, d'invisibilisation, de difficultés. Tu l'as fait, j'allais dire, avec beaucoup de facilité. C'est certainement le mauvais terme, non, parce que tu t'es donné du mal, mais on a eu le sentiment, en tout cas, que ça s'est déroulé sans accroc. Quels conseils, quels éléments tu as envie de partager à ceux qui se disent « Ouais, mais moi, j'ai encore X années à attendre avant ma retraite, mais j'ose pas, non, je vais peut-être pas changer. » Qu'est-ce que toi, tu veux leur dire, Pascal ? Alors, moi, ce que je vais leur dire... J'ai une différence par rapport à un certain nombre de ma génération. Ayant été papa de bonheur, j'ai pu agir dans un contexte où mes enfants ne sont plus à la maison, j'ai plus de maison à payer, j'ai pas d'enfants en études. Voilà, il faut se dire les choses. C'est souvent ce qui peut freiner, c'est les aspects matériels. Néanmoins, il faut mesurer le risque. Hein. Prenez le temps de vous poser, faites une analyse de risque sur ce que vous souhaitez mettre en œuvre, mais après, osez. Certes, c'est la vie de vos enfants, les études de vos enfants, votre maison, mais franchement, est-ce que ça vaut le coup de se pourrir la vie professionnelle, à se morfondre, à dire « bon, je le fais parce que c'est les enfants, parce qu'il faut faire bouillir la marmite, etc. » Mais est-ce que le jeu en vaut la chandelle parce qu'à la fin, vous ne serez pas plus récompensé qu'un autre. Hein. Donc, osez. Osez votre expertise, osez avoir confiance en vous. Faites-le, bien sûr, en partageant avec ceux qui partagent votre vie ce choix, mais allez-y, osez. Voilà. Osez la confiance, votre confiance, osez votre expertise, osez qui vous êtes, et vous verrez que par moments, vous vous apercevrez que l'herbe n'est pas obligatoirement plus verte dans le pré d'à côté. Et puis, dans d'autres moments, vous direz, en fin de compte, ouais, j'ai bien fait, parce que je retrouve du peps, je retrouve de l'allant, on me fait confiance, et puis si ça marche pas, bah, c'est pas grave, on ira faire autre chose. On note souvent que le premier pas est le plus compliqué. Mais même au sein, alors toujours pareil, quand vous avez la chance d'être dans un grand groupe, et que vous faites le premier pas de changer d'entreprise, de changer de site, bah, déjà là, c'est déjà plus simple quand vous quittez l'entreprise pour aller faire autre chose. Ouais, puis on s'est mis effectivement dans une démarche de... La plus difficile, c'est le premier pas, c'est de dire « je décide de changer ». Si vous êtes dans cette démarche et que vous avez pris cette décision, allez-y. Si vous n'êtes pas prêt, non, le faites pas. Vous allez le faire à contre-cœur et excusez-moi, mais à un moment donné, ça va pas marcher. Hein, ça va se ressentir et ça ne marchera pas.
Mais si vous avez cette volonté, allez-y, hein, il y a des opportunités. Parfois c'est le hasard, parfois ce sont de belles rencontres. Et pour cela, il faut aussi sortir de son cadre, ce que je parlais tout à l'heure, du benchmark, et les foires internationales, les rencontres professionnelles, ça sert aussi à ça. Faire bien et le faire savoir. Ok, top. Hyper précieux, Pascal. Merci beaucoup. Okay. Est-ce que tu es prêt à ce qu'on passe aux petites questions du tac au tac ? Ah oui, ça m'intéresse. Ça t'intéresse ? Moi, ça m'intéresse de t'entendre. On va jouer un petit peu. On va jouer un peu. Est-ce qu'il y a un livre que tu as envie de partager ? Alors, j'ai pas de livre à partager. Un film, autre chose. Pardon, un film. Un film, un livre. Oui, livre. Je vais y revenir. Ah, tu vas y revenir. Par contre, je voudrais partager avec nous, j'ai 2 amis qui sont écrivains. Yes. Voilà. Qui sont pas connus du grand public, mais qui nécessitent d'être connus. J'ai mon pote JP, Jean-Pierre Ribat, qui est médecin urgentiste, et qui écrit des polars qui sont sympas à lire. Et puis j'ai un autre ami qui écrit, qui s'appelle Stéphane Maillot, et qui écrit des intrigues très intéressantes. Donc je vous encourage à lire ces 2 auteurs. C'est pas parce que ce sont mes potes, mais parce qu'ils font des choses intéressantes. C'est pas grand public, c'est pas connu du grand public, mais ça change un petit peu des auteurs à succès. Et tu me parlais des films. On mettra les liens dans les commentaires. Très bien, parfait. Et puis tu me parlais des films. Dans les films, moi, il y a surtout une phrase que je retiens et qui me fait rire à chaque fois. Touche pas à sa salope, en parlant du Grisby sur les tontons flingueurs. Alors ça, c'est grandiose. Surtout quand on sait qu'ils étaient bourrés, réellement bourrés, quand ils ont tourné. C'est vrai ? Ah oui, ils y étaient vraiment. Donc ça, c'est des choses qui me font rire. Mais à côté de ça, je vais adorer des films tels qu'Avatar. Je vais adorer toute l'épopée de Star Wars ou de Stargate. Enfin, voilà, donc un peu large spectre. Mes goûts. Est-ce qu'il y a une citation, une maxime, tu en as partagé une tout à l'heure, mais que tu as envie de partager ? Oui, et qui rejoint complètement toutes nos discussions, c'est « Fais ce que doit, advienne que pourra ». C'est beau ça, je la connais pas. Hein, fais ce que doit et advienne que pourra. Fais ce que tu dois faire, ce que tu penses devoir faire, qui est ton devoir, ou qui est ton devoir moral, ou ton devoir d'homme ou de citoyen. Et advienne tout pourra, tu ne peux avoir que des bonnes surprises, et à la limite, les conséquences, si tu as décidé et que tu penses que c'est le bon chemin, eh bien prends-le. Donc fais ce que doit et advienne que pourra. Ok, merci pour la découverte. Si tu pouvais inviter qui tu voulais à ta table, à dîner, à déjeuner, t'aurais envie d'inviter qui ? T'aurais envie de rassembler qui ? Oui, alors, je vais plomber un petit peu Vas-y, plombe. Je vais plomber l'ambiance. J'aimerais bien inviter mon grand-père Raymond, mon père Michel, et puis un de mes petits-fils qui est parti un peu trop tôt, Arthur. Voilà. Oh. Et j'aimerais bien qu'on ait ce repas de 4. Peut-être refaire la scène des tontons flingueurs à tous les 4. Je pense que ça serait sympa. Ah, ce serait beau. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas partagé avec nous et que tu veux partager ? Tu as partagé beaucoup. Est-ce que tu veux qu'on s'arrête là ? Est-ce qu'il y a encore quelque chose que tu as sur le cœur ? Je peux partager plein de choses toute la journée. Ce que je souhaiterais partager, c'est votre vie professionnelle, elle vous appartient. N'attendez pas systématiquement qu'on vienne vous chercher pour un nouveau poste, etc. Soyez acteur. Soyez acteur de votre carrière. Ne soyez pas spectateur. Peut-être que le fait d'être spectateur, ça vous convient, d'être dans un cadre plus segmenté et géré par d'autres, ça vous convient. Mais franchement, quand on est acteur de sa carrière, acteur du choix de changement de fonction ou d'entreprise, on est moins déçu, parce qu'on ne peut s'en vouloir qu'à soi-même, que si on est dans l'attente. On en veut à son patron, parce qu'il ne nous a pas donné de promotion. On en veut au RH, parce qu'il a changé, et que le nouveau, on ne le connaît pas, c'est un petit jeune, et puis il ne m'écoute pas, il ne comprend pas ce que je veux. On a ce genre de situation, mais à partir du moment où vous décidez, et encore faut-il prendre cette décision d'être acteur, voilà, c'est-à-dire agir pour vous, dans votre carrière, vous verrez que vous serez déjà un peu plus libéré moralement,
et que vous y arriverez. Voilà ce que j'avais à dire. Osez, vous y arriverez. Osez, vous y arriverez. Osez votre confiance. C'est beau. Pascal, merci pour tout ce que tu nous as partagé. Et merci parce que tu as quand même fait 1h30 de route pour venir dans notre studio. Donc c'est vraiment super sympa. Pas de souci. Merci Mathilde à toi pour ton accueil. Super, bonne journée. Merci, au revoir. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le, commentez-le, mettez des étoiles, abonnez-vous, je compte sur vous.